Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré aujourd'hui au climat. Le rideau vient de tomber sur la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue à Glasgow en Écosse, 5 ans après la COP21 qui avait donné lieu à la signature de l'accord de Paris. Ce rendez-vous était crucial pour la planète, mais surtout pour l'Afrique. L'Afrique est le continent le moins pollueur au monde, environ 4% du total des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant, c'est le continent le plus impacté. L'année dernière, l'atmosphère s'est réchauffée plus vite en Afrique que partout ailleurs sur la planète, impactant du coup les productions agricoles, surtout quand on sait que la production agricole, c'est vraiment le nerf de la guerre en Afrique. Alors, comment l'Afrique pourrait élever sa voix lors de ce sommet pour vraiment signaler ses priorités? Quelles ont été les grandes problématiques au cœur des échanges de Glasgow? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je reçois pour vous ici M. Émile Bella. Vous êtes consultant en développement international. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et avec nous ici en studio, M. Marc Dobré, expert en stratégie climat et finance carbone, mais aussi vous êtes le CEO de Green Invest Africa. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, messieurs, on parle beaucoup de réchauffement climatique, surtout au niveau de l'Afrique. Quand on regarde de près, quand on regarde les chiffres, les données scientifiques, est-ce vraiment alarmant aujourd'hui en Afrique? Monsieur Dobré. Écoutez, on peut dire qu'on regarde d'abord le quotidien des Ivoiriens, le quotidien des Africains. On dit souvent que l'Afrique n'est pas, je veux dire, le continent le plus pollueur, bien loin de là, mais l'Afrique est le continent le plus impacté. Et pour s'en tenir rien qu'à la Côte d'Ivoire, on voit comment au quotidien, nos saisons sont perturbées, bouleversées, comment le calendrier agricole pour les producteurs d'igname ou de cacao est complètement changé. Comment aussi nos citoyens vivent les risques d'inondation, d'érosion côtière, des villes entières qui disparaissent sur la côte, sur le littoral. Donc ce sont des réalités au quotidien qui montrent l'impact et qui montrent la vulnérabilité justement de nos pays au changement climatique. Ce sont des choses qui n'existaient pas il y a quelque temps et donc nous sommes face à une réalité, celle du changement climatique, qui est une réalité qui est en même temps locale mais globale. C'est donc un défi local et global et il faut pouvoir y faire face. Alors il faut pouvoir y faire face et on a ces rendez-vous comme le sommet de Glasgow qui vient, cette conférence de Glasgow qui vient de se tenir. Alors pour vous, quand on regarde, il y a eu des promesses, des engagements qui viennent d'être pris. Est-ce que vous pensez que ces promesses-là pourront être tenues ou bien c'est que du marketing politique, comme on le dit, pour calmer les ardeurs des écologistes? Très bien. Déjà, il faut dire qu'il y a quand même déjà une bonne volonté de part et d'autre de pouvoir s'assurer que ces promesses soient tenues. Et c'est ce que nous saluons, nous, en tant qu'Africains. Mais en même temps, on peut se dire qu'il y a, à ce stade-là, il y a plus ou moins une sorte de découragement des parties prenantes. Parce qu'ils ne sont pas partis à Glasgow dans l'intention nécessairement de pouvoir prendre de nouveaux engagements, mais c'était plus de s'assurer que les engagements qui avaient été déjà pris au préalable, notamment les engagements des États, des pays développés de mettre à disposition un certain montant de 100 milliards de dollars par an aux pays qui sont plus touchés par le changement climatique, de pouvoir donc faire face à ces difficultés-là, que ces engagements soient tenus. Donc, on s'attendait à ce que cela soit fait, mais plus ou moins, ce n'est pas forcément ce à quoi on a assisté. Néanmoins, on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu quand même des avancées et ce sont ces avancées qu'il faut saluer. Donc, ce ne sont pas seulement que des, si vous voulez, du marketing politique, si on peut utiliser ce terme, mais c'était au-delà de cela. Et il y a eu quand même des avancées et on souhaite que ces avancées ne s'arrêtent pas là. Les parties prenantes non parties ont aussi laissé un message et ces messages-là, c'était que les engagements qui avaient été pris soient tenus, les engagements qui vont être pris maintenant soient tenus et que pour l'Afrique particulièrement, ce soit les conditions spéciales dévolues à l'Afrique soient respectées. Alors justement, en parlant de conditions spéciales, on savait qu'avec la conférence de 2009, 100 milliards de dollars devaient être décaissés vers l'Afrique. Est-ce que cela a été tenu et vraisemblablement, est-ce que 100 milliards de dollars, ça suffit pour la lutte contre le changement climatique en Afrique? Déjà, même si ça ne suffit pas, c'est un bon début, mais on n'a pas
malheureusement pas assisté à cela. Et l'accès des pays africains au fonds vert climat est encore une grosse difficulté. Je dis grosse difficulté dans ce sens que déjà il y a plusieurs contraintes. La contrainte de la capacité des États africains à développer des projets qui respectent les critères du fonds vert climat est faible, donc cette capacité-là est faible. D'autres critères, c'est qu'il y a l'accès à la question de la barrière des langues, parce que la plupart des documents qui sont proposés sont en français, sont en anglais. Alors, les pays africains disent qu'il faut chercher un moyen de pouvoir rendre ces pays-là donc particulièrement plus compétents en matière d'élaboration de projets et donc d'accès de manière générale à ces fonds-là. Alors, ce que la Banque africaine de développement fait, qui est à saluer, c'est qu'elle met à disposition à travers différents fonds, comme par exemple le Fonds africain pour les changements climatiques, elle met à disposition des pays africains des montants pour pouvoir se préparer dans l'élaboration de ces projets-là. Donc évidemment, il y a des engagements, il y a le montant qui doit être mis à disposition de ces pays. Ce montant, même s'il n'est pas suffisant, vu l'ampleur du besoin en ce moment, même s'il n'est pas suffisant, il y a quand même une volonté, et ce qu'il faut faire en ce moment, c'est s'assurer que les pays africains soient suffisamment outillés pour pouvoir accéder à ces fonds-là. Et c'est aussi le combat que mène le groupe des négociateurs africains. Alors justement, il y a le groupe des négociateurs, mais vous avez évoqué un thème très important, la préparation et aussi la langue qui est une barrière. Alors je me tourne vers vous, Marc Dobré, vous êtes expert en stratégie climat, mais vous avez aussi travaillé à la préparation, en tout cas de la stratégie pour la COP21, pour un événement comme la COP26 comme ça. Comment est-ce que les États africains doivent se préparer? Est-ce que chaque État va avec ses problématiques ou bien ils essaient de se mettre ensemble pour être plus forts? Comment vous vous préparez dans ce genre de dossier? Alors, il faut, avant de venir sur le point de la préparation, qui répond à un processus vraiment maintenant validé, rodé, il faut dire que la COP26, comme on parle de la COP21 et qu'on passe à la COP26, la COP21 peut être considérée comme étant, on va dire, la COP des fondements. C'est la COP de l'accord de Paris, avec les engagements donc, que les parties prenantes ont pu faire, mais ce sont des engagements que les pays ont pris eux-mêmes, à travers ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. C'était 2015, et c'était l'accord de Paris. Et cet accord prévoyait que tous les 5 ans, les pays revoient justement leurs engagements, et si possible, de préférence, de façon souhaitable, à la hausse. Et donc, nous sommes 5 ans après. La COP n'a pas pu se tenir l'année dernière pour cause justement de Covid, mais Glasgow, justement, cette année, est la COP 26 et on peut la considérer comme étant la COP de l'ambition, où tous les pays sont attendus pour justement, étaient attendus, en tout cas pour revoir leurs engagements à la hausse de façon plus ambitieuse. Et ce que je peux dire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est que cet engagement d'ambition a été pris, a été tenu, puisque la Côte d'Ivoire a révisé donc ses engagements de 2015. Nous étions partis sur un engagement, en fait, quand on parle de changement climatique, il y a deux volets. Il y a le volet qu'on appelle l'atténuation, donc c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et il y a le volet qu'on appelle l'adaptation. C'est la capacité donc à s'adapter face justement à la vulnérabilité et à l'impact des effets néfastes du changement climatique. Et donc la Côte d'Ivoire, pour 2021, a revu donc cet engagement, ses contributions déterminées, avec un engagement pour l'atténuation en 2015 qui était de l'ordre de 28%, et qui maintenant, en 2021, est passé à 30%. Donc ça, c'était le premier niveau de l'ambition. Il y a eu d'autres éléments de l'ambition sur lesquels on pourrait revenir, et qui notamment positionnent le secteur de la forêt comme un secteur prioritaire. En Côte d'Ivoire, la déforestation que nous connaissons tous, l'équivalent de 3 à 4 terrains de football pratiquement toutes les heures, c'est une déforestation galopante, alarmante, une des plus importantes même au monde. Et le gouvernement a mis en place des dispositions vraiment très volontaires pour faire face justement à ce défi de la déforestation. Et quand nous avons décliné les nouvelles contributions, les nouveaux engagements de la Côte d'Ivoire, après avoir constaté que le secteur de la forêt devenait le secteur prioritaire,
un certain nombre de dispositions sur les politiques, sur les actions du secteur privé, sur les actions de la société civile ont été entrepris. Et ce sont tous ces éléments qui sont présentés donc à la COP26. Et comme d'autres pays, la Côte d'Ivoire donc a rehaussé ses ambitions. Les autres sont attendus. Des pays les plus gros pollueurs, comme les États-Unis, comme la Chine, ont déclaré un certain nombre de choses. Mais moi, je dirais que par rapport aux déclarations des grands pays pollueurs ou même des autres, il faut peut-être, c'est la même question que le financement, hein. Ça dépend si on regarde la partie du verre à moitié vide, à moitié plein. Je pense que c'est un peu l'effet du colibri. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit faire sa part. Et donc je pense que la Côte d'Ivoire a fait sa part. La Côte d'Ivoire est partie justement quand on parle de négociations dans le cadre de groupes des négociateurs africains, parce que l'Afrique est organisée dans un groupe qui est bien structuré et qui est donc qui porte la parole de l'Afrique à la COP et notamment à la COP 26, avec des thématiques bien identifiées, des priorités bien identifiées. Et les débats ont été très houleux ces temps-ci et continuent de l'être. Et l'objectif est vraiment de glaner des résultats très concrets, en particulier en matière de financement. Pardon. Si, alors permettez-moi de rebondir parce que vous parlez tout à l'heure du groupe des négociateurs et justement il y a Monsieur Tanguy Bekale qui était le président du groupe africain des négociateurs sur le changement climatique à cette COP26 justement. Il a déclaré que l'Afrique n'allait pas limiter son développement économique pour accompagner la lutte contre le changement climatique. Comment comprendre une telle position? C'est clair et je pense que tout le monde est d'accord, on va dire, sur cette approche. Parce que nous ne sommes pas les plus gros pollueurs et donc nous refusons de subir les dictats de ceux qui ont pollué la planète et qui nous demandent maintenant de nous aligner. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça peut constituer en même temps une opportunité de développement. Je vous donne quelques exemples. Sur la Côte d'Ivoire, le développement et la lutte contre le changement climatique à travers le secteur de la foresterie va permettre de créer des emplois innombrables sur la création de pépinières, sur l'agroforesterie durable, etc., etc. Ce sont des opportunités. Sur l'énergie, il existe aussi en matière d'énergie renouvelable, en matière d'efficacité énergétique, des opportunités fabuleuses. Et l'idée, c'est de dire, il ne faut pas regarder les choses non pas uniquement justement en termes de régression. Il faut continuer notre développement, mais il faut le faire de façon plus propre, de façon plus durable. Et je crois que ce n'est pas négociable de revoir notre développement ou nos ambitions de développement à la baisse. Alors, ne pas revoir nos ambitions à la baisse. Si vous permettez rapidement pour rebondir sur la question de la préparation, effectivement, comme M. Dobré l'a dit tout à l'heure, les pays africains sont très structurés en la matière. En 1995, à la COP 1 en Allemagne, les pays africains se sont dit que s'il fallait aller individuellement, leur voix ne va pas nécessairement porter. Donc, il fallait plutôt se mettre ensemble. Donc, d'où la mise en place du groupe des négociateurs. Et ce groupe des négociateurs a mené les débats au fur et à mesure. En 2016, au Maroc, à la COP, les pays africains ont essayé plus ou moins de pouvoir attirer l'attention des pays développés sur la difficulté que connaissent les pays, enfin, pour faire la répétition. Alors, cet exercice-là a permis aux pays africains de mieux se positionner et donc de pouvoir en plus ou moins faire porter leur voix. Et parallèlement à cela, chaque année, avant la COP, il y a ce qu'on appelle l'African Ministerial Conference on Environment, c'est la conférence des ministres de l'environnement qui se réunit pour pouvoir harmoniser les points de vue et ces points de vue-là sont présentés à la COP. Donc, il y a une très bonne organisation. Mais après, comme je le disais tout tantôt, il y a la nécessité de pouvoir insister sur les conditions spécifiques ou préférentielles pour l'Afrique. Et c'est ça qui est l'élément fondamental sur lequel le groupe des négociateurs met l'accent. Et quand il se retrouve à Glasgow, c'était de rappeler tous ces éléments et dire que les privilèges, en quelque sorte, en griffe, qui avaient été attribués aux pays africains à partir du protocole de Kyoto, qui avait été extrait de l'accord de Paris, devraient être remises à leur place pour que les pays africains puissent bénéficier. Et donc ça a été un élément de négociation, un élément sur lequel les pays africains ont mis l'accent. Mais bon, cela dit, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en œuvre. On ne va pas uniquement parler
des pays africains, il y a aussi les ONG, et tout à l'heure j'ai parlé également des parties prenantes non partisanes à l'accord. Il y a cet ensemble d'acteurs-là qui œuvrent et qui met en avant les besoins, aussi bien les besoins de financement, les besoins en matière d'adaptation qui donc en quelque sorte la priorité de l'Afrique, parce que quoi qu'on dise, le climat a déjà changé, il faut s'adapter. Comment s'adapter? Quels sont les moyens de s'adapter? Quelles sont les spécificités au niveau de chaque pays pour pouvoir s'adapter au climat? On a parlé des contributions déterminées au niveau national. Ce sont des éléments qui sont, en outre, les aspects fondamentaux sur lesquels les pays africains mettent l'accent et qui, bien évidemment, contribuent à faire porter la voix de l'Afrique. Alors, de manière simple, messieurs, permettez-moi de poser cette question. Pourquoi est-ce que les pays africains vont négocier auprès de ces pays industrialisés, riches, entre griffes? Est-ce que l'Afrique en interne ne peut pas mobiliser ces fonds ou bien c'est quelque chose, c'est une redevance, c'est un droit qu'ils vont chercher auprès de ces pays? Alors, moi je dirais certaines choses. La première, c'est que cette rencontre, c'est une rencontre du donner et du recevoir. Donc, il ne s'agit pas de négocier seulement pour demander, mais il s'agit de négocier pour apporter une contribution. Mais aussi, il y a un concept au niveau justement des négociations qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée, qui est de dire que les pays développés ont pollué. Nous considérons, nous, pays en développement, que nous avons certes une responsabilité commune, mais qu'elle doit être différenciée. Et donc que ces pays développés ont comme une obligation morale d'appuyer justement les pays en développement à avoir et à s'inscrire dans une trajectoire de développement bas carbone. Ouais. Et justement, quand ces fonds une fois que ces fonds ont été admis, ont été votés, comment est-ce qu'ils sont mis à disposition de ces États? Est-ce qu'on dit par exemple il y a 50 milliards de dollars, chaque pays africain va recevoir 1 milliard, on fait à part égale, ou il y a des projets sur lesquels on s'attend? Très bien. Tout à l'heure, j'ai parlé du fonds vert climat et il y a un deuxième fonds qui est le fonds d'adaptation. Donc ces deux fonds-là disposent de ressources et ce que les pays font, c'est de pouvoir soumettre des propositions, soumettre des projets pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là. C'est pourquoi j'ai parlé d'entrée de jeu de la préparation ou le readiness en anglais. Alors les pays doivent soumettre à partir de leurs besoins spécifiques des projets pour pouvoir recueillir ces fonds-là. Et pour pouvoir recueillir ces fonds, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour me répéter, il y a un certain nombre de critères. Et c'est cela que en cela que le problème se pose. Pour la Côte d'Ivoire spécifiquement, nous avons récemment le fonds d'adaptation qui est en train de pouvoir faciliter l'accréditation d'un certain nombre de structures. Parce qu'il faut passer par l'accréditation d'abord. C'est-à-dire qu'une entité nationale doit être accréditée, c'est-à-dire doit être à mesure de pouvoir soumettre la proposition. Et donc, il y a la phase de l'accréditation. Et quand l'entité est accréditée, ce que l'entité maintenant fait, c'est de pouvoir soumettre les propositions à travers les projets. Donc, il y a les structures qui vont, que ce soit des ONG ou d'autres acteurs qui vont élaborer des projets, passer par l'entité accréditée et soumettre le projet. Il y a également la Banque africaine de développement aussi qui sert aussi de canevas pour pouvoir transmettre aussi, quand je dis transmettre, je veux dire faire soumettre les propositions de ces pays-là à travers cette entité-là pour pouvoir bénéficier de ces ressources. Donc, c'est de cette façon, il y a une répartition, c'est de cette façon que les pays peuvent aussi, entre autres, accéder aux différents fonds qui sont mis à disposition. Au-delà des pays, les privés, je veux dire, voilà, ou les particuliers ou les ONG, comment vous intervenez dans voilà, d'accord. L'idée, c'est de dire qu'il existe plusieurs catégories, une typologie, finalement, de ces financements pour le climat. Je pense que mon collègue a évoqué un certain nombre de guichets, qui sont les guichets internationaux spécifiques, qui sont les guichets du multilatéralisme. Il a évoqué donc le fonds pour l'adaptation, il a évoqué donc le fonds vert pour le climat, qui sont, on va dire, les principaux guichets au niveau international. Au niveau régional, il y en a d'autres. Mais je crois que ce qu'il faut retenir quand même, il y a aussi le bilatéral, parce que chaque pays, justement, apporte une contribution. C'est que de plus en plus, on regarde, et comme vous disiez justement, du côté des ressources endogènes. Et moi, j'aime bien aussi l'exemple de le ministère des Eaux et Forêts, par exemple, a mené récemment l'opération Un jour de 50 millions d'arbres, de planting.
Et on a été très agréablement surpris de voir que bon nombre de sociétés, bon nombre de groupements se sont mobilisés spontanément pour apporter leur contribution, pour appuyer justement ces opérations de planting. Je crois que le secteur privé aussi est en train de se mobiliser. Et quand on parle de secteur privé, on a les sociétés elles-mêmes qui mettent en œuvre, ou bien dans les différents secteurs du climat, que sont les énergies renouvelables, que sont la foresterie durable ou même l'économie circulaire. Mais il y a aussi toutes les sociétés qui veulent adopter des technologies propres pour leur développement. Mais ce secteur privé des sociétés va de pair avec justement le système financier normal, classique. Et le système financier normal classique, ce sont les banques, ce sont les fonds d'investissement et c'est même le marché des capitaux. On est content aussi de voir que la Côte d'Ivoire récemment est en train de travailler pour une émission obligataire justement, ce qu'on appelle les green bonds, donc des obligations vertes, à l'instar d'autres pays qui ont réussi à le faire. Mais même le secteur privé se met aussi, on vient d'avoir pour la première fois en Afrique de l'Ouest un green bond corporate, c'est-à-dire une obligation verte venant d'une entreprise. Je n'ose pas la citer, elle est située à Yopougon, avec vraiment un esprit avant-gardiste qui a pu donc lever une obligation verte en tant que secteur privé. Il y a donc cette panoplie d'outils qui doivent être mobilisés de façon cohérente, de façon coordonnée. Et notre ministère des Finances est en train de faire aussi un travail remarquable dans la mise en place d'une plateforme justement sur la finance verte, durable et climatique pour permettre à tous les intervenants de cette chaîne finalement de valeur de se positionner et d'optimiser leurs interventions pour qu'à la fin de la journée, que le producteur de cacao, que la communauté qui se trouve à Zouangounia, ou bien même toutes les parties prenantes, les collectivités locales et territoriales, les districts, les régions, puissent recevoir ces ressources. Nous, en tout cas, au niveau de notre société, c'est ce que nous travaillons à faire tous les jours. Nous travaillons à aider à monter les dossiers au niveau de ces différents acteurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient locaux. Nous travaillons aussi beaucoup avec les PME, parce qu'on considère que la finance verte inclusive et le développement inclusif et social doit passer par ces PME. Donc nous montons les dossiers, nous les mettons en relation d'abord à un premier niveau, au niveau du système financier classique, les banques, les fonds de garantie, les structures de leasing, etc., les fonds d'investissement. Et après, nous montons un deuxième échelon au niveau justement des guichets climatiques dédiés. C'est pour dire que vraiment, il y a un écosystème sur le financement qui se met en place. Nous sommes loin du compte. Les besoins sont énormes. Nous venons de faire donc les contributions déterminées au niveau national, la stratégie bas carbone de la Côte d'Ivoire révisée. On parle d'environ, mais ce sont des chiffres qui vont être affinés, de 4 000 milliards de dollars en termes de besoins, aussi bien sur l'atténuation qui représente environ 1,5 milliard de dollars que sur l'adaptation qui représente 2,5 milliards de dollars. Mais ce sont des fonds énormes, ce sont des ressources, des besoins énormes. Il faut donc s'organiser pour optimiser justement l'accès à ces ressources. L'accès à ces ressources, donc Glasgow, une demi-heure, c'est vraiment très court pour parler vraiment de changement climatique. On essaie d'aborder les points cruciaux. Alors, messieurs, que retenir de cette COP26? Et si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez en profiter en une minute. Que retenir de cette COP26? Oui, très bien. Déjà, avant de répondre rapidement à la question, je voudrais juste rappeler au niveau du secteur privé, il faut dire que le fait que le secteur privé prenne en compte la question du climat est relativement récent parce que le secteur privé n'y voyait pas nécessairement un peu plus tard, je vais dire un peu plus tôt, je vais dire des années en arrière, forcément des opportunités d'affaires. Mais au fur et à mesure, plus le temps évolue, plus le secteur privé s'intéresse. Je me souviens qu'avoir travaillé sur certains projets au niveau au Burkina et au Ghana où on intéressait, je veux dire, on élaborait, si vous voulez, des points d'entrée pour le secteur privé pour leur dire voici où vous pouvez investir de l'argent et puis en même temps que vous le faites aussi du social. Donc c'est pour dire qu'il y a un gros travail à faire pour pouvoir sensibiliser le secteur privé et ça va aider à la mobilisation des ressources au niveau national. Pour ce qui concerne Glasgow, ce qu'on peut... Excusez-moi peut-être pour vous permettre de mieux conclure et mais rebondir quand même sur votre observation, c'est pour dire que sur le secteur privé, je voudrais quand même peut-être signaler aussi que le secteur privé, par exemple, de la filière cacao, qui représente vraiment un secteur important en Côte d'Ivoire, a depuis 2017
lors de la COP23 donc à Bonn, pris un engagement des industriels donc de ce secteur en Côte d'Ivoire et au Ghana pour justement investir dans la lutte contre la déforestation pour lutter contre les changements climatiques. Il faut rappeler que le cacao, c'est quand même 20% du PIB ivoirien. Absolument. Et donc ça, c'est très important et c'est à saluer. Donc on salue en tout cas les acteurs du secteur privé qui s'intéressent de plus en plus et on les encourage à le faire. Alors ce qu'on pourrait retenir de Glasgow à la fin donc, des négociations et à la fin donc, de la COP26, c'est que la COP aura plus ou moins tenu ses promesses. Tenu ses promesses dans le sens où après la COP donc, de 2019, la COP de 2020, enfin la 2020 n'a pas eu lieu. Les acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan déjà de ce qui s'est passé. Et encore une fois, le message est passé qu'il y a urgence pour pouvoir réagir. Au niveau, il y a l'OCDE qui a produit un rapport qui est sorti récemment qui dit que des 10 pays africains qui donc bénéficient de financement du climat, il n'y a que 2 pays francophones qui donc bénéficient, parmi les 10 pays, il n'y a que 2 pays francophones. Donc il y a une urgence. Donc Glasgow va mettre en avant ces éléments-là et donc on se dit qu'il y a en plus des promesses qui ont été faites par les États-Unis, par des pays comme la Chine, comme la Grande-Bretagne et tout ça. Ces engagements vont contribuer donc à pouvoir augmenter déjà ce qui est fait et aussi encourager ce qui va advenir. Donc on salue vraiment l'initiative, les initiatives qui ont été prises, on salue vraiment les actions qui ont été menées à la COP 26 et on croit que ça va porter des fruits. Marc Dobré, 20 secondes, votre mot de fin. 20 secondes, je pense que la base existe parce que le chemin existe. Le chemin existe par rapport à une volonté, même si elle est parfois pas totalement affirmée, mais il existe quand même des pays développés. De notre côté, le chemin existe aussi parce que nous avons une stratégie menée par le ministère de l'Environnement et le ministère des Eaux et Forêts très claire. Il faut qu'on se mette à la tâche. Il faut se battre. Il faut aller voir la BAD. Il faut monter les projets. Il faut informer, sensibiliser et se préparer à accéder à ces financements, aller les chercher et mettre en œuvre notre développement, mais de façon durable. Merci encore, M. Marc Dobré. Je rappelle que vous êtes le CEO de Green Invest Africa, expert en stratégie climat. Et avec vous sur ce plateau, M. Émile Bella. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Avec vous, on a parlé un peu de l'urgence climatique au niveau de l'Afrique et surtout par rapport à la COP26. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission Éco-Débat. Le débat est ouvert, il se poursuit chez vous. Le changement climatique, c'est une affaire de tous. Agréable suite au programme sur nos antennes.